Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire euh, interassociatif qui se propose d'aborder une question importante qui est celle de l'impact environnemental et sanitaire de la construction de nouvelles prisons. Euh, on a, ça se propose d'être une synthèse en fait de plusieurs plaidoyers qui peuvent, associatifs, d'associations qui ont des objets assez différents. Euh, euh, pour ce qui concerne France Nature Environnement Île-de-France, qui est plutôt le prisme écologique de l'impact environnemental, et qui a pu être un petit peu débordé sur des questions d'impact aussi sanitaire et de conditions de détention par notre affaire à tous notamment, et par aussi la Ligue des droits de l'homme. Euh, le prisme de départ, le point de départ qui est celui finalement de l'apparition de projets de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires qui vont impacter les territoires, qui vont créer nécessairement des oppositions qui vont être motivées par des intérêts assez variés, mais notamment celui le prisme de la protection de l'environnement. L'opposition à ces projets est assez coûteuse, énergivore, et assez impactante pour les collectifs, associations qui vont militer contre ces projets-là et qui vont avoir aussi beaucoup de difficultés dans la mesure où ces projets sont nationaux et sont voilà, une prérogative euh, de l'État, qui est celle de la construction de prisons et qui est très liée à la justice. Euh, donc ça va être très difficile finalement de déborder lors d'une lutte, d'aller au-delà en fait des questions propres aux enjeux écologiques, sociaux, économiques des territoires qui vont être impactés par ces projets de prison. Nécessairement, il va y avoir une difficulté justement à se projeter sur des questions plus nationales, macroscopiques, de l'intérêt et du devenir de ces projets de construction de prison. À quelle logique répondent-ils et pour quels effets? Donc c'est un petit peu à cette question-là pour essayer de faire le lien entre les impacts de ces projets et leur justification et si on va réussir finalement à obtenir, à atteindre les objectifs que se fixe l'État par le projet de construction de nouvelles prisons. Voilà, c'est une synthèse, un pont entre un plaidoyer qui peut être celui du milieu qui suit justement les dynamiques pénitentiaires et celui des associations de protection de l'environnement et de la nature qui est proposé aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, nous allons avoir le plaisir d'entendre des membres de la Ligue des droits de l'homme, de l'Observatoire international des prisons, de notre affaire à tous et d'une association locale, La Ruche, qui milite en Île-de-France contre la prison de Noiseau. Euh, je suis donc Maxime Collin, je suis juriste salarié à France Nature Environnement Île-de-France, donc une association de protection de l'environnement qui fédère, qui est intégrée au sein de la Fédération France Nature Environnement, qui fédère donc un réseau d'associations de protection de l'environnement et qui constitue aussi des observatoires des enjeux environnementaux régionaux, un observatoire et qui peut permettre, enfin, qui a la hauteur de vue pour aussi construire des plaidoyers à échelle régionale, voire nationale. Euh, le
Alors, je vais juste enlever, voilà, pour avoir plus de place, pardon. Donc, alors quelques mots rapidement sur finalement les dynamiques, enfin, la situation actuelle environnementale de la région, et puis sur ce sujet, notamment l'artificialisation des sols, qui est centrale aujourd'hui, en particulièrement en Île-de-France, puisqu'on est la région la plus consommatrice d'espaces naturels, mais qui est un sujet national sur lequel il y a beaucoup d'actualités avec la question de l'objectif zéro artificialisation nette qui s'est fixé l'État à 2050. Voilà, qui mobilise une actualité très riche et un lobbying très fort également. Euh, L'artificialisation des sols, sur ces derniers chiffres, on voit que l'activité, c'est une part importante de l'artificialisation des sols, qu'elle est très polarisée, et la construction de prisons n'y échappe pas, puisque on a, nous, on a un sujet sur l'extension de prisons qui peuvent être proches des centres-villes ou non. Et pour les nouveaux établissements, en revanche, quasiment systématiquement, des endroits plutôt naturels, des espaces naturels et forestiers qui sont visés, euh, euh, et donc qui vont nécessairement impacter, enfin, créer une artificialisation des sols. Et aussi, donc c'est cela, c'est une dynamique nationale, c'est une artificialisation des sols qui se mobilise principalement sur des terres agricoles. Euh, on peut voir sur cette courbe rapidement avoir une idée des dynamiques en cours, hein. On voit qu'on a une augmentation très nette et constante du rythme de l'artificialisation des sols à l'échelle nationale. Euh, ce rythme-là a des conséquences très fortes on parle d'érosion de la biodiversité, mais il serait plus juste de parler d'extinction de la biodiversité, puisque c'est sans précédent. Euh, euh, on a voilà, les derniers rapports du espèce de GIEC de la biodiversité est très alarmant pour ce qui concerne par exemple les populations d'oiseaux. On a des rapports de 30% de disparition disparition d'espèces dans les dernières décennies. Donc on voit non seulement que on est sur voilà, une mesure très importante, mais qu'on est aussi sur un rythme qui est très important. Alors l'artificialisation des sols, c'est la première cause de déclin de la biodiversité. Donc, voilà, le lien entre biodiversité, artificialisation des sols est direct. Il y a d'autres effets de la consommation d'espaces naturels, périurbanisation, l'allongement des distances domicile-travail, les carences en espaces verts qui ne font que s'empirer à mesure que de nouveaux projets vont impacter des territoires, puisque voilà, on n'a pas de retour en arrière et les projets de renaturation sont très peu nombreux et d'ampleur très faible. On a aussi des gros enjeux agricoles et aussi une perte d'attractivité des territoires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans quasiment tous les points que je viens de citer, la prison a des enjeux très propres qui sont très liés aussi à cela. Sur les distances, allongement des distances, pour tous les proches des détenus, par exemple, ça peut poser de grands problèmes, mais aussi sur la nécessité de construire de nouveaux axes, etc. Ces questions-là vont être abordées sur les différentes études de cas qu'on va pouvoir étudier aujourd'hui. Mais aussi sur la perte d'attractivité des territoires, c'est aussi très lié, puisque forcément, les prisons ne sont pas quelque chose qui est nécessairement vu d'un très bon œil de la part des élus comme des populations proches. Euh, et qui vont nécessairement aussi impliquer une perte d'attractivité du territoire. Mais la disparition des espaces naturels est aussi forcément a un gros effet sur cette perte d'attractivité.
On a une pression législative à la construction qui concerne davantage le logement, bien entendu, avec des lois dédiées qui vont créer des quotas de construction de logements. Mais donc voilà, et puis aussi une promotion immobilière qui fait, et puis une augmentation dans une région comme la nôtre du coût du foncier, qui fait qu'on a une tendance, enfin qui explique un petit peu cette tendance-là. Mais elle est accompagnée, il faut le dire, d'une modification saccadée, mais en tout cas constante du cadre législatif de la protection de l'environnement, enfin du droit de l'environnement et du droit de l'urbanisme, dans le sens d'une simplification et des constructions, des aménagements, avec des dispositions qui vont soit permettre de faire, d'extraire des projets du champ de l'évaluation environnementale, hein, absolument tous les projets de prison aujourd'hui que pu voir passer vont être soumis à l'évaluation environnementale du fait de leur ampleur. Mais pour le reste, on a quand même une limitation de moins en moins de projets impactants vont être soumis à l'évaluation environnementale il va y avoir de plus en plus de mécanismes qui permettent finalement de limiter le pouvoir de nuisance de la société civile, donc des associations de protection de l'environnement, des collectifs ainsi que des citoyens qui vont voilà, limiter le pouvoir de nuisance sur la vie de ces projets-là. Euh, Maxime, oui, il est 30. Après, on a commencé un peu plus tard, donc à voir, mais en tout cas, faut merci, pas combien de temps. merci. Euh, Bien entendu, oui, c'est vrai qu'on a on a pris un peu de retard. On a un plan qui est issu d'une loi de 2016 qui est un objectif qui est de limiter justement la consommation des sols, donc qui fixe un objectif à 2050 d'avoir diminué de moitié l'artificialisation des sols. Euh, enfin, d'obtenir pardon, le zéro artificialisation net en 2050. C'est-à-dire que chaque artificialisation en 2050 sera compensée par une renaturation et on aura normalement plus d'artificialisation des sols qui ne serait pas compensée, avec un objectif intermédiaire à 2030. Euh, alors, il y a beaucoup d'éléments intéressants. Alors, on y reviendra peut-être dans les questions, mais enfin, c'est très lié au projet de prison, puisque dans la mise en place de ce mécanisme de zéro artificialisation nette, on a on a beaucoup d'évolutions en fait du cadre réglementaire ces derniers temps et qui sont encore remises en question aujourd'hui, mais qui ont abouti récemment à finalement dans la comptabilisation de quel projet artificialise les sols. On a eu une actualité qui a vu voir un certain nombre de projets imposés par l'État, puisque les collectivités disaient oui, mais moi, mon quota d'artificialisation des sols est très impacté par l'État, qui impose des projets nationaux d'importance nationale. Donc, je vais moins pouvoir artificialiser et c'est problématique parce que j'ai moi-même mes projets à imposer. Ce qui fait que l'État a décidé de comptabiliser dans une enveloppe nationale des projets qu'il estime d'importance nationale ou européenne. Ce qu'il faut retenir sur cette question-là, et le lien avec notre sujet, c'est que tous les projets de prison actuels, de construction de prison, se retrouvent dans cette enveloppe-là. Et la spécificité de cette enveloppe, c'est que donc, dans les projets, dans tous les schémas directeurs comme le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, les SCOT, les plans locaux d'urbanisme, donc tous les outils de programmation de l'aménagement du territoire et de l'utilisation des sols, il doit y avoir justement ce rythme enfin, cette diminution du rythme qui est programmée. Et donc, finalement, à la fin, on a des projets qui peuvent être facilités ou empêchés par ces documents-là. Eh bien, les prisons étant dans une enveloppe distincte, ils ne sont pas pris en compte dans ces projets-là. Ce qui fait que il y a une fiction juridique qui s'est installée, qui fait que tous ces projets-là ne constituent pas d'artificialisation des sols
à l'heure actuelle. Donc, voilà, ce qui est un problème. Euh, le Prune, Missoff de l'Observatoire international des prisons va revenir sur le plan actuel de construction des prisons, qui est un programme de construction de 150 000 places Alors, pour de 2027. 15 000 places. Il y a un zéro en trop. Ah, il y a un zéro en trop, pardon. Voilà, ce qui est accompagné par, et ça je vais laisser dans les autres présentations le soin de le dire, mais aussi par des mesures de facilitation des projets. Euh, on a ces projets-là, donc les projets c'est de cette manière qu'on retrouve finalement des projets sur tous les territoires sur lesquels se mobilisent les associations et les citoyens. Les traits communs de tous ces projets, ce sont des actes administratifs qui vont être assez difficiles à contester. Les déclarations d'utilité publique, accompagnées de mesures d'expropriation, des autorisations environnementales qui vont regrouper tous les impacts environnementaux mais également des projets d'intérêt généraux, qui va être un moyen pour l'État d'imposer aux collectivités locales récalcitrantes des projets d'importance nationale. Ça va être le cas de la prison de Noiseau qui va être évoqué ensuite. Et puis ensuite, des modifications des plans locaux d'urbanisme. Donc ça, ce sont voilà, des occasions de contestation, mais qui vont être en contentieux très complexes, car voilà, il y a des chances de succès qui vont être assez faibles. Je passe très rapidement parce que je suis largement au-delà de mon cadre de temps, mais pour donner le contexte d'Île-de-France, on est sur 6 projets en cours de livraison en Île-de-France. Et on est aussi sur 7 projets euh, à venir de construction de nouveaux centres pénitentiaires. Dedans, il y a notamment celui de Noiseau. L'ensemble de ces projets contribue à 88 hectares d'espaces naturels et forestiers à détruire, à artificialiser, ce qui va nécessairement poser beaucoup de problèmes et de luttes locales. Euh, on va voir dans le projet, dans la présentation du projet de Noiseau, qu'il y a de gros sujets sur la localisation de ces projets, puisque c'est toujours sur des terres agricoles, et que, comme on peut le voir sur ce plan-là, on voit qu'il est prévu, ça c'est dans un document de la concertation, il est prévu de construire cet établissement dans une zone, dans un corridor de biodiversité, donc dans une zone absolument à éviter si l'on veut limiter son impact sur la biodiversité. Et puis, autre sujet dont on ne parlera pas, en tout cas dans les présentations, mais le projet de Crisnois en Seine-et-Marne, qui prévoit de créer 1000 places dans un village qui compte 700 âmes actuellement. Eh bien, ce projet, à lui seul, va artificialiser 24 hectares. Donc, c'est deux exemples de l'impact soit sur des corridors ou des réservoirs de biodiversité qui vont être très, très impactants, avec un nombre d'hectares limité, et soit de projets qui vont créer, en revanche, qui vont artificialiser énormément d'espace en une seule fois. Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci vraiment à FNE Île-de-France pour l'organisation de ce webinaire. Ça fait longtemps que petit à petit, on discute entre différents acteurs autour de la construction politique pénale pénitentiaire, environnement. Et c'est la première fois qu'on se retrouve tous et toutes autour de la table, donc c'est très chouette. Donc moi, je travaille à l'Observatoire international des prisons, section française. On est une association indépendante qui a une trentaine d'années. On est financé principalement par des dons privés. Et notre objet social, c'est d'œuvrer au respect des droits humains en détention et de faire en sorte que la prison cesse d'être vraiment la référence dans notre système pénal. Donc, nous, les questions environnementales font pas partie intégrante de notre objet social, donc je vais pas trop m'aventurer là-dessus, même si, évidemment, les développements euh, qui sont faits et par notre affaire à tous dans le récent rapport et par les collectifs qui se mobilisent sur le terrain sont vraiment intéressants parce qu'on voit qu'il y a une possible convergence de nos luttes respectives et que ça nous ouvre chacun et chacune à d'autres horizons. Euh,
Et juste peut-être, nous, notre travail, il s'ancre sur les sollicitations des personnes détenues qu'on reçoit. On en reçoit à peu près 4500 par an. Et sur l'analyse des politiques pénales et pénitentiaires, où là, on va analyser les textes, voir les propositions gouvernementales, parlementaires, et essayer de voir ce que ça produit à un niveau plus macro, au niveau national et sur du temps un peu plus long. C'est plutôt de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Mais je commence, voilà, vous avez la première photo qui s'affiche. Peut-être vous dire en quelques mots ce que c'est que la prison aujourd'hui. Pour celles et ceux qui sont peut-être moins familiers avec cet univers. Euh, Rappelez qu'aujourd'hui, il y a près de 80 000 personnes détenues, on est à 79 000, qui sont réparties dans un peu moins de 200 établissements et qui, pour la plupart, sont dans des établissements qui sont relativement vétustes, insalubres, où ils vont être enfermés dans des cellules d'à peu près 9 mètres carrés. Ils peuvent être parfois un peu plus grandes quand ils sont plusieurs, mais souvent pas tellement plus grandes, dans des conditions, bah voilà, vous voyez sur la photo, des conditions d'insalubrité qui sont parfois très marquantes, et avec des nuisibles aussi. On entend régulièrement des cas de rats, de cafards, de punaises de lit, etc. Des conditions du coup indignes de détention qui ont conduit la France à être condamnée début 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme, de nouveau en juillet 2023 pour traitement inhumain ou dégradant, et avec une situation depuis début 2020 qui ne fait que qu'empirer, pardon. Voilà, donc peut-être effectivement on peut passer les quelques autres photos pour poser le décor dès le début. Si tu veux bien, Maxime. Voilà, ça c'est un autre. Alors ça, on est plutôt sur des cellules type container dans les outre-mer. Voilà, et on voit souvent en fait des cellules qui sont normalement pour une seule personne, vous allez avoir des lits superposés comme ça. Et là, ce qu'on voit au sol, c'est un petit matelas de fortune, sur lesquels dorment 3600 personnes au 1er septembre. C'est les données les plus récentes, parce qu'on est dans un tel état de suroccupation qu'il n'y a plus suffisamment de lits. Euh, je te laisse peut-être montrer encore la prochaine. Alors ça, Chloé reviendra dessus, peut-être sur la question des inondations. Ça, c'est l'exemple voilà, où les personnes détenues sont forcées de traverser les coursives alors qu'elles sont inondées. Et je crois qu'il y en a encore une quatrième. Voilà, typiquement une cellule surpeuplée. Ou en fait, dans beaucoup de cellules surpeuplées, il est même difficile d'être à plusieurs debout au même moment et d'être actif et de se déplacer dans la cellule. Alors, ça, c'est la situation qu'on trouve dans les maisons d'arrêt, qui est un type particulier d'établissement qui va accueillir les personnes qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire qui sont encore présumées innocentes, qui attendent leur jugement. Euh, Ces personnes-là, ça représente un quart de la population carcérale. Une personne sur quatre en prison est présumée innocente. Et ensuite, dans les personnes, pardon, les maisons d'arrêt accueillent ce public-là et accueillent également les personnes qui sont condamnées à une peine de 2 ans ou moins. Euh, voilà, sachant que au total, c'est près de 70% de la population détenue qui est détenue dans les maisons d'arrêt et donc dans les conditions que je viens de vous décrire. Et au-delà de la question de la vétusté et de l'insalubrité, ce qui est aussi important à noter, c'est qu'en fait, elles passent 22 heures sur 24 dans cet espace exigu que vous voyez, voire 23 heures sur 24 à attendre en réalité l'heure de la promenade parce qu'on a des carences énormes en termes d'accès aux activités, que ce soit l'enseignement, le travail, les activités culturelles ou l'accès aux salles de musculation. Dans certains établissements, on est à plus de 200% d'occupation, et la moyenne en maison d'arrêt, c'est un peu plus de 150%. Voilà, donc les personnes se retrouvent entassées dans ces cellules, relativement condamnées à l'inactivité. Et je pense que tout ça, ça va être assez important pour notamment ce qui va être développé aussi par Chloé par la suite sur l'impact des risques climatiques et environnementaux, puisque, il y a aussi des difficultés d'accès, par exemple, aux services de santé ou à l'accompagnement plus généralement par les services d'insertion et de probation. Euh, et à cette problématique qui n'est pas du tout nouvelle, qui est donc relativement ancienne, mais qui ne cesse de s'aggraver, euh, euh,
la seule proposition portée par le gouvernement, c'est la construction de nouvelles places de prison. Et on le voit aujourd'hui, le nouveau gouvernement, on est vraiment dans une dynamique de surenchère où à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on veut en plus proposer plus que le précédent. Alors, ça paraît presque peu, 15 000, maintenant qu'on vous a annoncé 150 000. En réalité, 15 000 places, c'est déjà un chiffre énorme, un programme qui est quand même assez conséquent. Et c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment sur le temps long, comme le montre le graphique qui va être mis sous vos yeux. Donc là, vous voyez, en rouge, c'est le nombre de personnes détenues et en jaune, c'est le nombre de places de prison. Et donc, ce qu'on voit, c'est que depuis le début des années 90, vous avez une croissance relativement continue du nombre de places de prison. Parce que les plans de construction se succèdent, alors avec une transparence assez relative, puisque chaque gouvernement, quand il entre en fonction, en fait, s'attribue une partie du plan précédent en annonçant encore davantage de places. Donc, bon, en réalité, si on cumule toutes les annonces qui ont été faites gouvernementales, on n'a pas l'addition du nombre de places annoncées, puisque ça se chevauche en grande partie. Mais le résultat, c'est que on augmente constamment le nombre de places de prison, avec deux objectifs officiels qui sont, un, on va mettre fin à la surpopulation carcérale. Donc là, il suffit de regarder les deux courbes, 1990-2023. Alors, je suis désolée, le graphique n'est pas à jour. Là, vous voyez, les dernières données qu'on avait à ce moment-là, c'était un peu moins de 74 000 personnes détenues. Aujourd'hui, on est à 79 000. Donc, on a une croissance qui est constante du nombre de personnes détenues, qui est assez forte. On note une baisse dans les années 2000 et au moment de la crise sanitaire. C'est des choses assez circonstancielles. La crise sanitaire, c'est parce qu'il y a eu des libérations anticipées pour faire face à l'épidémie, et puis parce que les tribunaux étaient un peu bloqués en termes de fonctionnement, et donc il y avait moins d'entrées en prison. C'est pas du tout dû à des politiques proactives du gouvernement. Et on voit qu'à la suite de cette baisse-là, en fait, on retrouve une augmentation très importante. Donc, on voit bien que, à part les années 2000, qui a été un moment, en fait, où il y a eu une vraie prise de conscience sur l'indignité des conditions de détention, un peu loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, où il y a une sorte d'habitude à voir chaque mois, on voit des articles qui parlent de nouveaux records, de surpopulation, du nombre de personnes détenues, etc. À ce moment-là, en fait, il y a un témoignage qui sort d'une médecin en détention et qui fait un peu la lumière à l'extérieur sur ce qui se passe véritablement entre les murs. Et il y a une loi en parallèle sur la détention provisoire, la présomption d'innocence, qui, alors c'est difficile scientifiquement de l'expliquer nettement parce que c'est pas des choses qui se passent du jour au lendemain, mais qui pourrait expliquer cette baisse du début des années 2000. Mais sinon, sur le temps long, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, le nombre de places de prison n'a jamais réussi à atteindre le nombre de places, le nombre de personnes détenues, et que c'est des courbes qui évoluent véritablement en parallèle. Donc, évidemment, ça ne peut pas diminuer la surpopulation carcérale, puisque pour diminuer la surpopulation carcérale, il faudrait que les places de prison augmentent plus vite que le nombre de personnes détenues. Donc, là, aujourd'hui, on est déjà à 4 000 personnes de plus enfermées que ce qu'on nous promet en nombre de places pour 2027. C'est-à-dire que normalement, à la fin du plan 15 000, on atteindra un nombre de places où déjà aujourd'hui, on est au-dessus de 4 000 personnes détenues. Donc, on voit bien que ce plan, pas plus que les autres, ne va permettre de compenser et de faire diminuer la surpopulation carcérale. Et de manière plus générale, c'est quelque chose qui est posé par un certain nombre d'organismes. Et le dernier en date auquel je pense, c'est la Cour des comptes qui, en octobre 2023, a rendu un rapport qui disait la construction de nouveaux établissements n'a jamais permis de faire face à un besoin qui dépasse rapidement les capacités nouvelles. Au Conseil de l'Europe aussi, déjà un peu avant les années 2010, il y avait des criminologues qui disaient qu'au niveau, du coup, analyse plutôt au niveau européen, pas spécifique français, presque tous les pays ayant eu recours à un accroissement du parc pénitentiaire ont vu leur taux de détention s'accroître, les nouvelles prisons se retrouvant à leur tour surpeuplées. Si l'on n'agit pas sur les facteurs d'accroissement de la population pénitentiaire, on ne règle pas le problème. Donc, effectivement, le problème de la construction de nouvelles places de prison,
C'est qu'en fait, on va agir sur les conséquences et pas du tout sur les causes. Donc, si en parallèle, on n'agit pas sur pourquoi on a une population détenue qui ne cesse d'augmenter, alors qu'en parallèle, on n'a pas d'augmentation démographique qui puisse expliquer cette hausse et on n'a pas d'augmentation de délinquance qui puisse expliquer cette hausse, si on n'agit pas sur ces causes-là, évidemment, on ne réglera jamais le problème. Donc, nous, ce qu'on dénonce à l'OIP, c'est qu'on a un vrai cercle vicieux sur ces deux dynamiques et qu'en fait, plus on va augmenter le nombre de places de prison, ce qu'on observe, c'est que plus on va augmenter le nombre de personnes détenues. Et puis, le deuxième objectif, c'est de lutter. Pardon, je vois que Laura, tu essaies C'est de. 3 minutes et... Enfin, je le dis dans le chat, mais je préfère... Oui, parce que je ne regarde pas le chat, tu fais bien. Euh, le deuxième objectif, c'est de lutter contre l'indignité des conditions de détention. Alors ça, c'est un objectif qui est donné dans les discours officiels de manière un peu plus récente, peut-être face à cet échec criant de la construction pour lutter contre la surpopulation carcérale, comme ils veulent absolument maintenir ces projets de construction. Maintenant, on a cet argument de oui, mais voyez bien, les conditions sont indignes et il faut faire quelque chose. Alors, je précise que la construction de places de prison, les chiffres qui sont donnés, c'est les places nettes. Donc, si on vous dit 15 000 places, c'est qu'il va y avoir 15 000 places en plus. Si jamais ça s'accompagne de fermeture d'établissements vétustes, ça veut dire qu'on va construire plus de places de prison. Euh, donc, donc, ces 15 000 places ne vont pas permettre de fermer des établissements qui seraient vétustes, contrairement là aussi aux annonces où, par exemple, en 2009, la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, avait annoncé que son plan de construction permettrait de fermer 23 établissements vétustes. En réalité, on a regardé aujourd'hui combien avaient véritablement fermé. Il y en a 4 qui ont fermé sur les 23 annoncés. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, les nouvelles prisons ne sont absolument pas à l'abri d'indignité des conditions de détention. Il y a un centre de détention qui a été qui est mis en exercice il y a 1 an, qui vient d'être fermé parce qu'il y avait des malfaçons structurelles. Et on a aussi le cas de la maison d'arrêt de Mulhouse, où 1 an après son ouverture en 2021, on était déjà à un taux d'occupation de 165%. Et donc, évidemment, quand vous avez une surutilisation de l'établissement, ça accélère la vétusté de l'établissement. Et peut-être le dernier point, je vais être rapide dessus, c'est que, donc là, ce que je vous ai montré, c'est l'échec de cette politique pour répondre aux deux objectifs, surpopulation carcérale et l'indignité des conditions de détention. Mais ce qui est encore pire, c'est que c'est l'aspect contre-productif de cette politique, parce que, comme vous le voyez sur ce graphique, en fait, le budget de l'administration pénitentiaire, il est complètement phagocyté par la construction de nouvelles places de prison. Non, je veux bien. C'était parfait, le graphique avec les barres. Voilà. Donc là, on voit la première barre, c'est la construction de nouvelles places de prison. Ça, c'était pour 2024, 634 millions d'euros. Bon, après la sécurité. Et vous voyez, par exemple, vous avez 123 millions, donc 5 fois moins pour la prévention de la récidive et la réinsertion, alors que ça concerne beaucoup plus de monde, puisque vous avez également les personnes en milieu ouvert. Vous avez moins de 60 millions pour la rénovation, alors que le parc carcéral est dans un état désastreux, et vous avez 50 millions pour les alternatives et les aménagements de peine, donc tout ce qui permettrait de sortir un petit peu de la référence prison. Et tant qu'on mettra tout cet argent dans la construction de nouvelles places de prison, on ne pourra pas investir dans les autres missions de la prison, notamment la réinsertion, ou essayer de penser les choses un peu différemment. Je n'ai pas eu le temps encore d'analyser le budget pour 2025 qui vient de sortir. Il y a juste un chiffre qui m'a quand même marqué, c'est qu'a priori, en 2025, on va dépasser une dette encore à rembourser de 5,4 milliards d'euros à cause des plans de construction. Donc ça, c'est l'argent du contribuable. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'il sert, à une prison qui, du coup, enferme des personnes dans des conditions indignes et qui, en réalité, est la peine qui produit le plus de récidives, puisqu'il y a à peu près 60% de récidives à plus de 5 ans, mais ce qui, finalement, est peu étonnant quand on voit les conditions de détention que j'ai pu vous décrire. Peut-être un micro-dernier point, on n'est pas les seuls à dénoncer ça, même au niveau européen, c'est quelque chose qui est dénoncé.
Et l'organisme qui suit la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour voir si la France met en œuvre ou pas, elle-même partage sa vive préoccupation et demande à ce qu'on change de prisme et que l'accroissement des capacités d'accueil ne pouvait pas constituer une solution durable au problème de la surpopulation. Et je crée la transition avec Chloé en vous disant que ce rapport a permis aussi de montrer un nouvel élément que nous, on n'avait pas du tout eu le temps d'analyser, ou même, enfin, pas l'idée d'analyser pour être tout à fait honnête, c'est l'incompatibilité de cette politique d'enfermement massif et de politique pénale de plus en plus répressive avec des questions environnementales et des risques climatiques. Effectivement, transition parfaite. Merci beaucoup, Prune. Alors, je vais essayer de partager mon écran. On n'a pas fait le test avant, donc j'espère que ça va fonctionner. Voilà, c'est tout bon. Moi, je suis bénévole à Notre Affaire à tous, donc qui est une association qui a été créée en 2015 sur les questions climatiques. Donc, c'est vraiment une organisation du mouvement climat. Elle a été créée par des juristes pour essayer de faire monter en France la question de la justice climatique. L'idée de la justice climatique, elle était pour ceux qui ont créé Notre Affaire à tous dans les deux sens, c'est-à-dire d'abord la justice climatique dans le sens amener les personnes qui sont les plus responsables du dérèglement climatique devant la justice, donc avoir un droit environnemental et climatique fort, mais aussi une justice climatique dans le sens où finalement, si on est tous et toutes concernés par le changement climatique, on n'est pas tous au même niveau ni de la même manière. Il y a vraiment des fortes inégalités climatiques et environnementales. Et donc, derrière la justice climatique, il y a aussi l'idée de mieux protéger les victimes et d'assurer une transition qui soit juste. Et dans ce cadre-là, donc, il y a à Notre Affaire à tous différents groupes de travail et on a créé un groupe de travail inégalité climatique et environnementale. Et donc, parmi les choses qu'on fait dans ce groupe-là, on fait une veille des événements climatiques extrêmes. Et c'est là que ça m'amène au sujet prison. C'est-à-dire qu'en 2021, avec plusieurs bénévoles du groupe, on était en train de suivre les impacts de ces feux géants que vous avez sans doute vus aux États-Unis et au Canada. Et on voit ces feux géants et ils se rapprochent d'une prison plus spécifique à Susanville aux États-Unis, avec des conséquences extrêmement importantes. C'est-à-dire que le feu s'est vraiment rapproché de la prison. Il y a eu des problèmes d'intoxication aux fumées pour certains détenus, mais aussi des coupures d'électricité. Et aux États-Unis, les portes sont électriques des cellules. Et en fait, en cas d'urgence, notamment de coupure d'électricité, les portes sont automatiquement fermées. On ne peut plus les ouvrir. Donc, ce qui est vraiment extrêmement compliqué dans le cas où un feu géant arrive et qu'il faut potentiellement évacuer les personnes. Il n'y a pas eu d'évacuation. Comme lorsqu'on a fait des différentes recherches, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu non plus d'évacuation à la Nouvelle-Orléans lorsque l'ouragan Katrina a frappé en 2005. Et donc, tous ces éléments-là nous ont amenés à nous dire, mais qu'est-ce qui se passe en France dans les prisons? Est-ce qu'on est dans ces mêmes situations-là, finalement, face à des risques climatiques qui sont de plus en plus importants? Et en 2021, on était aussi en situation de canicule en France. Et donc, on commence à faire notre petite recherche, à regarder ce qu'il y a comme information sur ces questions-là, et on s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose qui est traité. C'est-à-dire que on va avoir quelques articles de presse expliquant que c'est difficile la canicule pour les détenus. On va avoir du plaidoyer d'organisations spécialisées comme l'OIP qui vont faire remonter les graves traitements inhumains et dégradants que peuvent vivre les personnes du fait, par exemple, de la canicule, mais pas du tout d'études beaucoup plus globales sur ces questions-là. Et donc, c'est là qu'on se lance dans un mapping des prisons, c'est-à-dire qu'on a pris chaque prison française, 188 établissements de France métropolitaine et d'outre-mer, et on a regardé où est-ce qu'elles étaient situées exactement. Et ensuite, on a cherché à voir quels risques il pouvait y avoir pour ces prisons-là. Donc, on a étudié 6 risques climatiques, les vagues de chaleur, le retrait-gonflement des argiles, qui est donc le phénomène où, du fait de la sécheresse, les sols vont se rétracter et avec l'humidité, ils vont se regonfler, ce qui crée des fissures dans les bâtiments. La question des tempêtes et des cyclones, on sait que c'est des phénomènes qui peuvent être beaucoup plus intenses du fait du réchauffement climatique. Inondations, feux de forêt, montée des eaux, montée de l'océan principalement. Et on a également regardé les risques environnementaux qui sont liés à des activités et nuisances humaines, finalement, comme la pollution des sols, les infrastructures de transport ou les sites industriels potentiellement dangereux.
On s'est intéressé à ça au-delà du climat parce que justement le réchauffement climatique, il y a plusieurs études qui le montrent, peuvent renforcer certaines pollutions. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement à notre échelle. Lorsqu'il y a une vague de chaleur, il y a souvent des pics de pollution aérienne notamment. Et donc, on a commencé à faire toutes ces recherches, alors à base de données qui sont reconnues et sérieuses, hein. On a regardé dans les rapports du GIEC, Météo France, des publications scientifiques, et on a recoupé avec les plans de prévention des risques au niveau local, les plans locaux d'urbanisme, énormément d'éléments comme ça. Et on s'est dit que c'était très intéressant cette étude, mais qu'il fallait aussi prendre en compte la situation, toute la situation finalement que Prune a expliqué juste avant. Et donc, on a ajouté à notre étude la question des facteurs aggravants et notamment donc la surpopulation chronique, le fait que les bâtiments soient vétustes, les problèmes d'accès à l'eau, puisque certains établissements n'ont pas de douche en cellule, mais c'est bien des douches collectives qui ne sont pas toujours accessibles, pas accessibles tous les jours. En moyenne, c'est plutôt 3 jours par semaine. Voilà, l'accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap. Le résultat de notre étude, c'est que la totalité des prisons françaises sont concernées par les risques climatiques et environnementaux. Il n'y a pas une seule prison qui y échappe. Alors après, toutes ne sont pas soumises au même risque selon là où elles sont placées géographiquement. On a 100% des prisons qui sont concernées par le risque canicule, une prison sur deux pour le risque retrait et gonflement des argiles. C'est quelque chose qui est quand même important, cette histoire de retrait et gonflement des argiles, parce que donc, comme je le disais, ça, on peut dire que c'est finalement pas si dangereux que ça, mais ça peut avoir un impact extrêmement important parce que si les établissements pénitentiaires sont finalement plus solides que des maisons individuelles parce que leurs fondations sont plus profondes, le retrait-gonflement d'argile, ça va toucher les routes d'accès, ça va toucher les réseaux de canalisation, ça peut toucher énormément d'autres éléments comme ça. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont évidemment très importantes à prendre en compte. Donc voilà, je vous ai mis quelques chiffres pour que vous puissiez regarder, mais c'est vraiment des chiffres qui sont très importants. C'est d'autant plus important que ce que montre aussi notre étude, c'est que finalement, les nouvelles prisons, et donc le sujet qui nous occupe aujourd'hui, la construction des nouveaux établissements, sont soumis aux mêmes enjeux. Les nouveaux établissements, finalement, ce qu'on observe dans notre étude, c'est qu'il n'y a pas de diminution des risques que nous, on qualifie un peu d'historiques. C'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'on remonte au 19e, début du 20e siècle, les prisons, elles sont construites comme les villes, dans les centres-villes, donc souvent le long de fleuves. Donc, on peut se dire le risque inondation, il est plutôt logique pour ces prisons-là qui sont, comme beaucoup de centres-villes en France, soumises au risque inondation. Mais finalement, lorsqu'on regarde les nouvelles prisons, ce n'est pas du tout un risque qui diminue. C'est-à-dire que environ 25% des prisons qui ont été mises en service au 19e siècle sont soumises au risque inondation. Et c'est également 27% des prisons qui ont été mises en service à partir des années 2000 qui sont soumises à ce risque-là. Donc, on est vraiment sur un risque qui est constant. Et finalement, du fait de la nouvelle localisation des prisons, qui a été un peu abordée par Maxime, le fait que finalement, maintenant, les nouvelles prisons, elles sont sorties des centres-villes, elles deviennent complètement excentrées pour arriver en périphérie ou même dans des zones qui sont vraiment isolées, on a des nouveaux risques qui apparaissent qui sont de plus en plus prégnants. Celui des feux de forêt, typiquement, qui devient de plus en plus important, ou encore la proximité de sites industriels. Il y a quand même 7 prisons françaises qui sont à moins d'1 kilomètre d'un site classé Céveso. Une prison, ce n'est pas considéré comme un lieu d'hébergement et donc il n'y a pas toute la législation qui s'applique pour les habitations qui sont à proximité de ce type de site industriel. Il n'y a rien qui est en place, quoi. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie absence de prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux. Il y a tout ce qui a déjà été dit précédemment, hein, donc ce fait de cette localisation, l'absence de moyens alloués pour pouvoir rénover les bâtiments, mettre en place des choses qui permettent de réduire le risque et la vulnérabilité. Les bâtiments et les architectures sont toujours inadaptés et on continue à faire le choix de cette politique d'enfermement massif des personnes. Les conséquences sont extrêmement graves. Donc pour les détenus, leurs conditions de vie sont dégradées, mais c'est aussi un risque pour leur vie et leur santé, en cas, encore une fois, de feux de forêt, d'inondations éclairs. Au quotidien, c'est des difficultés pour accéder aux éléments de base, la douche, la promenade, le parloir. En cas de canicule, par exemple, lorsqu'on est 3 dans une petite cellule et qu'on a accès à la douche que 3 fois par semaine, c'est quand même extrêmement dur à vivre. Et donc, derrière, ça a des conséquences sur la santé physique, mais aussi sur la santé psychique des personnes.
Ce qu'il faut également voir, c'est qu'on peut se dire, bah, en cas d'événements graves, type inondation, les personnes vont être évacuées. Oui, mais du fait de la surpopulation, c'est très difficile d'organiser une évacuation, d'une part. Et en plus, l'évacuation, ça veut dire qu'il faut trouver des places dans d'autres établissements qui sont parfois éloignés. Donc, on coupe les personnes, par exemple, de leur famille, mais aussi, il y a une rupture dans l'exécution de la peine. Tout le travail qui avait été fait, par exemple, par un conseiller d'insertion peut être réduit à néant du fait de cet envoi de la personne à potentiellement l'autre bout de la France. Au-delà des détenus, les conséquences, elles sont aussi pour l'ensemble des personnes qui interviennent en prison, les personnels pénitentiaires, avocats, familles, enfin, l'ensemble de ces personnes-là qui se retrouvent avec les risques eux aussi pour leur santé, des conditions de travail vraiment difficiles, plein d'éléments comme ça. À savoir que, encore une fois, toutes ces conséquences, elles sont renforcées par l'ensemble des facteurs dont on a déjà parlé. Euh, Notamment donc la persistance de la question de la surpopulation carcérale, mais aussi l'absence de prise en compte. En fait, il n'y a pas du tout d'anticipation du gouvernement ou de l'État du réchauffement climatique et de ses conséquences. Pour les projets qui ont lieu aujourd'hui, les bâtiments, encore une fois, ne sont pas aux normes auxquelles elles devraient être pour pouvoir résister plusieurs dizaines d'années aux conditions climatiques qui vont survenir. Mais aussi en termes de normes pour le bien-être, ou en tout cas la dignité des conditions de détention. Typiquement, le plan canicule euh, s'applique en prison, mais de manière tout à fait aléatoire. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation pour les chefs d'établissement qui peuvent l'appliquer un peu comme ils veulent. Et donc, par exemple, certains chefs d'établissement ne permettent pas aux détenus d'aller en short dans la cour de promenade, où il n'y a rien qui est mis en place pour pouvoir cantiner plus facilement des ventilateurs, des casquettes, de la crème solaire, des choses comme ça. Enfin et surtout, cette absence d'anticipation, elle est aussi liée à un vrai déficit démocratique, dont on va reparler tout à l'heure avec les projets enfin, locaux contre des constructions de nouvelles prisons. C'est extrêmement difficile d'avoir accès aux informations. Nous, on a mis plus de 2 ans à sortir ce rapport, en partie parce que c'est très difficile d'avoir accès à des informations qui sont pourtant pas forcément, en termes de sécurité, très dangereuses, hein. Simplement savoir quelle part du budget est consacrée à la rénovation de l'isolation dans les bâtiments, par exemple. Et ça, c'est quasiment impossible à trouver. Et en plus, il y a vraiment aussi une absence d'évaluation de ces politiques publiques qui empêche finalement la tenue d'un débat démocratique. Voilà, j'ai essayé de faire assez vite, mais surtout, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin du webinaire. Je serais ravie de pouvoir en parler avec vous. Et donc là, je vous laisse avec mes camarades sur la question plus au niveau local, comment ça se passe. Bonsoir à toutes et tous et surtout merci de la mise en place de ce webinaire. Alors, je vais essayer de vous partager l'écran. Donc, je me présente. Bon, donc, moi, je suis Caroline Moore. Je suis coprésidente de la section Ligue des droits de l'homme de Toulouse. Donc, la Ligue des droits de l'homme est une association de défense des droits et des libertés. Une association plutôt généraliste. Et je dois dire que lors de notre congrès en 2022, on a eu une résolution, on a pris une résolution sur l'environnement, ce qui nous a permis effectivement de rajouter sur notre objet social la question de la protection de l'environnement. Et dans cette résolution, on explique qu'effectivement, qu'on est attaché et on est sur la question de l'effectivité des droits et des libertés, que l'exercice en fait de ces droits et ces libertés suppose la préservation des écosystèmes. Et on peut constater sur différents cas, dans différents domaines, en fait, que cet exercice est affecté par les dégâts qui sont causés à l'environnement. Donc, sur la section de Toulouse, il y a un groupe prison qui s'est créé en 2006 et un groupe qui était jusqu'à présent très mobilisé sur la question des conditions indignes, sur les conditions indignes de détention, attentatoires aux droits fondamentaux des personnes détenues, comme ça a été un petit peu, comme ça a été montré tout à l'heure par Prune. Et sur la question, effectivement, aussi de la réponse qui est donnée à la surpopulation carcérale. Donc, c'est pour ça que je vais juste vous faire très rapidement
un petit focus sur la situation carcérale en Occitanie. Désolée, Ah, est-ce que je vous interromps? Est-ce que ce serait possible que vous teniez le micro en parlant pour qu'on entende un peu mieux, d'accord, je vais le garder avec moi. plus fort comme ça? Merci. Donc voilà, sur la question un petit peu de la situation en Occitanie. Donc voilà, bon, il y a 16 établissements. On est sur environ 6 000 personnes détenues pour une capacité de 4 500. Si je fais un focus un petit peu sur les établissements, mais plutôt maisons d'arrêt ou quartier maison d'arrêt, donc on voit qu'effectivement, on a des établissements, plutôt plus de 4, 5 établissements qui dépassent les 200% en termes de surpopulation carcérale. Donc, sur notre territoire, nous, en fait, on est concerné par la maison d'arrêt de Seyss, qui est un établissement de 580 places, et à l'heure actuelle, voilà, qui a 1187 personnes. Donc, on dirait 607 personnes en trop. Et je vous ai mis une information quand même, parce que je crois que c'est important à le garder en tête sur la question des centres de semi-liberté, des quartiers de semi-liberté. On voit qu'on a seulement 52 places, mais qui est à un taux de 82%, donc uniquement 43 personnes, alors qu'on pourrait effectivement être occupé un peu plus. Et on a également un centre de détention euh, à Muret, donc établissement longue peine. Par rapport à la maison d'arrêt de Seyss, puisque ce sont essentiellement les établissements de maisons d'arrêt qui ont une surpopulation carcérale, elle a fait l'objet donc d'une visite de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté en 2021. Elle a rendu des recommandations en urgence. Elle a qualifié effectivement cet établissement de prison de la honte. On peut suivre également par rapport à cet établissement des condamnations de l'administration de l'établissement au niveau du tribunal administratif par des actions qui ont été menées par donc l'OIP et l'Ordre des avocats, dont 2 décisions qui ont été rendues avec des demandes de mettre des mesures en place de façon urgente. Elle fait également l'objet en fait de visites aussi de certains élus et en particulier du député de Haute-Garonne, Christophe Bex, et qui dernièrement vient à nouveau de faire une visite et qui peut constater qu'il y a pour lui, il n'y a pas d'évolution par rapport à sa visite faite il y a un an. Caroline, Caroline, Oui, désolée, mais il y a de nouveau des messages dans le chat qui disent qu'ils entendent mal, si tu peux. Mais c'était bien quand tu approchais, tout le monde a fait des petits pouces en l'air. d'accord. Ouais, je suis surprise. Normalement, ça fonctionne bien. Là, c'est bien. Ouais, donc, je vais bien le garder. Là, c'est bon? Ok, je ne bouge pas. Donc, comme prune, je vous ai mis en fait quelques photos qui sont issues du rapport de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, parce que je pense on parle souvent de chiffres, mais je crois qu'il est important aussi de bien pointer qu'on parle de personnes et donc de voir effectivement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est par rapport à la maison d'arrêt de Seyss. Et on voit effectivement voilà, que c'est un établissement vétuste et qui est également infecté par des nuisibles. Donc, par rapport à la situation et par rapport à la réponse qui est donnée sur la surpopulation carcérale, donc on apprend localement qu'il y a un projet d'un établissement pénitentiaire à Muret qui est prévu. Donc, du coup, on se mobilise en fait sur cette question et on se pose la question de savoir effectivement de quel projet il s'agit, où est-ce qu'il se situe et comment ça va se passer. Effectivement, c'est un peu les premières questions qu'on s'est posées. Pour savoir de quel projet il s'agissait, on a été reçu, on a fait une demande de rencontre avec le directeur de l'administration pénitentiaire interrégionale Occitanie, qui nous a reçus et qui nous a expliqué effectivement voilà, qu'il s'agissait certainement d'un établissement d'une maison d'arrêt, d'un établissement de 615 places et qui serait positionné dans ce qu'on appelle le Murtin. La difficulté qu'on a eue un petit peu par rapport à la suite, c'était de savoir vraiment de quel établissement pénitentiaire il allait s'agir, parce que vous parlez de maison d'arrêt, mais on s'est rendu compte lors des réunions et des concertations, je vais en parler après, qu'on nous disait on ne sait pas trop encore de quel établissement il va s'agir. Après, on est parti un petit peu à la recherche voilà, du lieu d'implantation du projet.
Donc ça, je l'ai dit, voilà, on avait les... Ah oui, excusez-moi. Donc effectivement, j'oublie de vous présenter par rapport à l'espace et sur le territoire, comment ça se présente, où il y a la maison d'arrêt et le centre de détention qui sont en fait juste à côté, hein, et sur le même espace. Donc, on est parti à la recherche de savoir où est-ce que se situait ce projet et on s'est rendu compte qu'en fait, ça comprenait des terres agricoles. Donc, on a une emprise de de plus de 17 hectares sur le site. Ça concerne donc des parcelles qui sont des zones agricoles protégées. Il y a des zones boisées, il y a une friche de plus de 20 ans. Et également, dans les zones boisées, il y a des espèces naturelles, des espèces animales protégées. Il y a une biodiversité qui est reconnue. Et également, le site est traversé par le canal de Péramont, qui irrigue donc les terres et alimente bien sûr les sources et la nappe phréatique. Et pour que le projet se fasse, ça nécessite en fait une déviation du canal. Le site est également à proximité de la Garonne, donc est classé au réseau Natura 2000 et d'un aérodrome à Muret, ce qui peut un petit peu surprendre par rapport au choix de ce site et de savoir qu'il y a un aérodrome juste à côté. Là, donc, c'est juste pour montrer un petit peu la parcelle qui est concernée et vous avez en marron, en fait, les parties qui concernent les zones boisées, les zones avec un potentiel de biodiversité assez important et qui accueillent, en fait, les habitats naturels et les espèces protégées. Et en vert, en fait, la prairie de Musophile. Ça, c'est quelques images où le site quand même est assez beau quand on se rend sur place. On a bien une notion en fait voilà de ce qu'on appelle les bois et des habitats naturels et de toutes les espèces que ça peut en fait habiter et qui juste en fait tous les terrains agricoles. Là, c'est le collectif, c'est nous, où on a fait effectivement une visite du site pour de se rendre compte dans notre lutte de quoi on parlait. Il était très important en fait qu'on puisse vraiment parler du site et de ce qu'on avait pu voir et constater. Non pas uniquement en fait sur du papier ou comment c'est présenté de façon théorique. Donc, un collectif s'est créé sur Muret. Ce collectif, en fait, il s'est créé suite, suite en fait, à différentes actions qu'on a menées au départ. Pour la Ligue des droits de l'homme, effectivement, ce qui est un peu notre cœur de métier, c'est l'effectivité de la citoyenneté. Donc, on s'est dit, OK, on va aller sur place et on va aller à la rencontre, en fait, des habitants, des citoyens et des citoyennes de ce territoire pour voir un petit peu s'ils sont au courant de ce projet. Et on s'est rendu compte assez rapidement par des différentes actions de tractage ou de réunions, en fait, qu'on était face à des personnes qui n'étaient absolument pas au courant, qui avaient ce projet d'un troisième établissement dans le Muretin qui était prévu. Donc des personnes pas du tout au courant, qui découvrent la- 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 ce projet. On est allé à la rencontre aussi des élus pour les interroger, pour savoir voilà, comment un petit peu quel avait été le processus qui avait été mis en place. Et on a pu avoir effectivement également des retours par rapport à ça, où on était face à des élus qui étaient aussi, qui n'avaient pas été concertés par rapport au sous-projet, ni par rapport à son emplacement, quel type d'établissement, qui avait eu très peu d'échanges par rapport à ça. Et donc, suite à ces différentes actions, on a d'abord rencontré un collectif de riverains qui s'était constitué, puis on a tenu une réunion publique et dans l'objectif un petit peu d'informer et à la fois, je dirais, de déconstruire par rapport à ce qu'il y a sur cette question des prisons. Et on a mené une réunion publique avec Samuel Gauthier, qui est un fondateur d'une ferme Emmaüs dans l'Aude, qui accueille des détenus en fin de peine. Et à la suite de cette réunion, effectivement, toutes les personnes qui étaient présentes, il a été décidé de constituer un collectif et de pouvoir démener des actions ensemble. Donc, ce collectif regroupe des personnes
deux horizons excessivement différents. Ça va à la fois des agriculteurs, aux abolitionnistes, à la fois des personnes non militantes, des militants, où on va avoir les organisations des droits humains, à la fois des organisations sur l'environnement, et également des représentants de différents partis politiques locaux. Donc, on est vraiment sur un mélange en fait de personnes, et il va s'agir un petit peu voilà, de voir comment on va pouvoir mener des actions et lutter ensemble. Et c'est vrai que dès le départ, on s'est dit, bon, on a tous on vient tous d'horizons un petit peu différents, on a tous peut-être des buts un petit peu différents par rapport à cette question-là. On a tous des représentations différentes, mais on va partir du plus petit dénominateur commun pour pouvoir travailler ensemble et mener des actions. Et c'est ce qui s'est produit, quoi. Le plus petit dénominateur commun qu'on avait, voilà, c'était de pouvoir effectivement faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas. Donc, on a mené des actions de tractage, parce qu'il s'agissait effectivement d'informer la population qui était peu au courant par rapport à ça. Donc, on a multiplié les opérations de tractage. On a fait également ce qu'on appelait des opérations un peu plus coup de poing, c'est-à-dire des rassemblements, des occupations d'espace, et de pouvoir rencontrer en fait les différentes instances. Et là, donc, on est sur une opération pour être reçu par la sous-préfecture, pour pouvoir, je dirais, pour nous faire émarger le débat, avoir des interlocuteurs avec qui on pouvait faire remonter pour nous quels étaient les enjeux par rapport à ce projet. On s'est également rapproché des différents collectifs qui sont en lutte au niveau local contre des projets nuisibles, à la fois pour mutualiser un petit peu nos moyens et avoir une entraide, faire une occupation de l'espace public. Alors, ça pouvait prendre des formes différentes. On a diversifié les formes pour à la fois aussi atteindre différents publics. C'est un petit peu l'objectif aussi par rapport aux différentes paroles que l'on porte sur ça. Donc voilà, ça a fait des foires, ça a fait des ciné-débats, des réunions publiques où on tenait à vraiment rendre compte à chaque fois de où est-ce qu'on en était par rapport à ce projet. Je crois que ce qu'il est important, il était important pour nous, en fait, c'était de couvrir à la fois les trois champs qui sont à la fois la question des politiques pénales, la réponse qui est donnée à la problématique de la surpopulation, la question de l'environnement et la question également du déni de démocratie qu'on a pu constater tout au long du dossier. Donc, c'est rappeler quand même qu'on a des textes internationaux qui sont des textes fondateurs et qui disent que dans le cadre effectivement de projets qui touchent à l'environnement, on doit avoir accès à l'information. Il y a une participation du public qui doit être possible à la prise des décisions et l'accès à la justice. Je vais essayer de brosser un petit peu pour nous ce qui s'est passé par rapport à ces trois points. Excusez-moi. Donc, il y a eu... Oui, j'ai pas entendu, pardon. Il vous reste encore quelques minutes, mais je ne sais pas si ce serait possible de couper la caméra pour que le signal de la connexion soit plus fort. Parce que ça coupe à plusieurs moments et parfois ça aide de couper la caméra, D'accord, oui, je vais le faire, effectivement. s'il vous plaît. Ah, du coup, j'ai plus- On ne voit plus l'écran de partage. En fait, t'as coupé ton partage d'écran. Je pense qu'il fallait juste que tu coupes ta caméra. ouais, je vais repartir. Voilà, ouais, j'étais sur ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Désolée. Non, Ouais, oui. ouais, non, c'est très bien. Désolée par rapport à ça. Donc, effectivement, donc dans ces processus démocratiques, il y a généralement toujours une concertation publique qui est mise en place en amont. Donc, on s'en est rendu compte que sur la première concertation publique qui concernait en fait la déclaration d'utilité publique, il y a eu très peu de monde qui a participé parce que pas au courant, comme on le disait. Une enquête publique qui s'est tenue
en 2021. Donc, je tiens à le préciser, qui était une période post-Covid où il y avait le couvre-feu. Et on a eu un commissaire enquêteur qui a rendu un avis défavorable par rapport suite à son enquête publique. Donc, on était face à un avis défavorable, ce qui pour nous était quelque chose de très positif, en sachant que c'était excessivement rare, en fait, d'avoir un avis négatif suite à une enquête publique, selon les recherches en fait qui ont été menées, par exemple Léa Sébastien, qui est une chercheuse au CNRS. Elle nous faisait part que c'est plus de 95% des enquêtes publiques se soldent par un avis positif. Donc, c'est effectivement et où il a relevé en fait des points que l'on soulève vous-même, hein. Effectivement, la question de l'impact, la question que c'est un projet qui a pas du tout été concerté et qui est imposé, et avec la question des nuisances au niveau de la santé. Il faut savoir qu'aussi également, il y a eu d'autres avis négatifs qui ont été rendus par la commune de Muret, la communauté d'Aglo, le département, la chambre d'agriculture, et que malgré ça, ben, une déclaration d'utilité publique a été prise. Donc, on tient à le préciser quand même durant l'été en catimini. Ça a été une surprise un petit peu pour tout le monde. Et je dois avouer que nous, comme on avait vu que l'enquête publique s'était soldée par un avis négatif, et les autres avis négatifs présents également sur le dossier, on pensait qu'effectivement, c'était terminé, ce serait clos. Là, je vous ai mis en fait quelques bons qui ont été reprises un petit peu par Maxime tout à l'heure, hein, la question des surprises aussi. Nous, on s'est rendu compte que la DIP en fait avait emporté la modification du PLU et du SCOT. On s'est rendu compte effectivement que voilà, il y a une simplification des procédures qui sont spécifiques pour la question des prisons. Et ensuite, une fois que la DIP a été rendue, on est rentré dans le processus en fait de dérogation au droit de l'environnement. Et là, on repart à nouveau sur des concertations, une participation, je dirais, soi-disant du public. Et il faut savoir que c'est à chaque fois un petit peu compliqué parce qu'on est face effectivement à des documents qui nous sont remis, qui sont des dossiers excessivement lourds, qui sont complexes, qui sont peu lisibles pour des citoyens et des citoyennes, et que si on ne se fait pas accompagner ou si on n'est pas accompagné, c'est quelque chose qui est excessivement compliqué de pouvoir participer à ces concertations qui sont mises en place. Je tenais à signaler aussi que durant ces concertations, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Lors des réunions publiques, vous posez des questions, vous interrogez, et vous n'avez pas de réponse. Donc, on constate effectivement que elles sont mises en place, mais elles ne permettent pas de faire émerger le débat. Il n'y a pas de possibilité de discuter ou d'échanger. Et donc, on a vraiment l'impression, en fait, qu'elles répondent à un formalisme. Elles doivent être mises en place, elles sont faites, mais elles sont faites et mises en place. Mais alors qu'un projet, face à nous, on a des personnes qui ont un projet qui est déjà tout ficelé, et le débat contradictoire n'a absolument pas lieu durant tout ce processus démocratique. Donc, malgré la participation assez importante par rapport à l'arrêté de dérogation des espèces protégées, il y a eu l'arrêté qui a été pris. Et donc, avec des associations partenaires, les Amis de la Terre, l'association Sésame et la Ligue des droits de l'homme, on a fait un recours judiciaire contre cet arrêté préfectoral d'autorisation des espèces protégées, en reprenant en fait les 3 points qui sont soulevés et qui permettent de prendre cet arrêté qui doit être, en fait, qui doit relever le caractère public majeur. Et là, ici, le caractère majeur est spécifié par la question de la surpopulation carcérale, et comme quoi cet établissement permet de répondre à la question et à la problématique de la surpopulation carcérale. Donc, à l'heure actuelle, ce que l'on pointe effectivement dans le dossier, il n'y a pas eu de recherche de solutions alternatives. Normalement, le dossier doit être examiné dans toutes ses composantes, et nous, il nous manque des éléments par rapport aux impacts environnementaux, puisque la question avec la loi sur l'eau a toujours été pas prise et pas présentée. On constate effectivement que les enjeux environnementaux sont minorés et que les mesures évaluées, réduire, compensées sont largement insuffisantes dans le dossier. Également, quand on interroge un petit peu le budget par rapport à ce projet, et là, je renvoie à ce que disait Prune tout à l'heure par rapport au budget judiciaire. Donc, nous, pour l'instant, voilà, c'est les seuls chiffres qu'on nous annonce
sur le coût de ce projet. Par rapport aux mesures ERC, on a eu la surprise quand on a demandé mais quel était le terrain de compensation par rapport aux impacts environnementaux qu'il allait engendrer. On nous a effectivement présenté le terrain de compensation. Je vous montre les photos qui se situent en fait entre le centre de détention de Muret et la maison d'arrêt. Et vous pouvez voir l'état en fait, du terrain qui est dans un état déplorable. Et voilà ce qu'on nous propose comme site de compensation par rapport aux destructions des espèces protégées et des habitats naturels que je vous ai présentés tout à l'heure antérieurement sur des photos. Et on a eu également l'année dernière, en fin d'année dernière, la surprise de voir arriver en fait les travaux préalables, ce qu'on appelle préalables au diagnostic archéologique. On a effectivement mené des actions également contre ça, puisqu'on s'est rendu compte qu'ils ne respectaient pas le droit de l'environnement par rapport à ces travaux. Et là, donc, vous pouvez voir les travaux préalables, en fait, les dégâts qui ont été occasionnés sur le site et sur, soi-disant, voilà, des arbres protégés, des espèces protégées. Donc, sur les actions judiciaires que l'on a menées, effectivement, il y a une requête qui n'est toujours pas jugée au fond, qui est pendante, contre l'arrêté de destruction d'autorisation d'extraction des espèces protégées. Il y a le référé, on a fait un référé liberté suite aux premiers travaux préalables qui a été rejeté, un référé suspension qui a été rejeté. Et par rapport à ces travaux préalables aux recherches archéologiques, on a déposé une plainte au pénal et qui a permis en fait d'avoir une saisine de l'Office français de la biodiversité qui est en cours à l'heure actuelle. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau à la fois des procédures judiciaires, nos actions sur le terrain, parce que je pense qu'il est très important d'être à la rencontre des personnes, tout en gardant, je dirais, ces trois points principaux du dossier hein, sur la question des politiques pénales pénitentiaires, environnement et déni de démocratie. Voilà. Et ce que l'on met en avant, effectivement, c'est que pour nous, ce projet ne répond pas à un intérêt public majeur, bien au contraire, et que si on veut répondre à l'intérêt général, ben, c'est effectivement se tourner vers d'autres solutions, ce qu'a développé un petit peu Prune dans sa présentation, préserver l'environnement et l'avenir des générations futures et également garantir l'application des droits en matière de démocratie environnementale sur des projets nuisibles. Donc voilà, je m'arrête là. Je pense que j'ai un petit peu débordé. Je suis désolée et j'ai essayé d'aller assez vite. Merci, puis je répondrai à vos questions avec plaisir tout à l'heure. Merci beaucoup. Et donc, on va maintenant étudier un autre dossier, cette fois-ci en Île-de-France, celui de la prison, du projet de prison de Noiseau, qui est un petit peu plus tôt dans la procédure, ce qui peut, voilà, ce qui permet cette lutte de s'inspirer aussi de ce qui a été fait, ce qui est en cours à Muret. Et je laisse à Jocelyne le soin de partager son écran. Bien, bonjour, je me présente. Donc, je suis Jocelyne Boulet. Je suis ici pour représenter le cas de Noiseau. Alors, il faut savoir qu'à Noiseau, nous sommes beaucoup moins avancés que Muret, que Caroline vient d'expliquer, si je te viens de dire, comment, Maxime. Je vais vous présenter ce cas, car nous sommes en fait en tout début des opérations de la pige, même si ça fait très longtemps que ça dure, mais pour avoir une situation et avoir comment dirais-je, une présentation d'un cas sur sur l'île de France. Voilà, je vais y arriver. Je ne suis pas très habituée à parler en public, donc je suis désolée, c'est un petit peu à l'envers. Alors, vous avez ici, en fait, la région Île-de-France, qui se trouve ici. Et nous avons là, ici, décidément, Noiseau se trouve dans Petite Couronne.
et fait partie des 2 établissements prévus sur la Petite Couronne, dont le premier est à Tremblay en France, est déjà en travaux, et Noiseau se trouve juste en dessous, sur la partie sud-est de l'Île-de-France. Noiseau est donc, comme vous le voyez toujours en dessous, je vous le présente sur la surface des cultures, vous voyez l'Île-de-France et la Petite Couronne. Et comme vous le voyez tout en bas, il y a plus beaucoup de champs agricoles sur Noiseau, sur l'Île-de-France, pardon, et Noiseau est représenté ici. Donc nous sommes à la limite du Val de la Seine-et-Marne, c'est pour ça que nous avons encore quelques champs plus importants ici. Mais sur la Petite Couronne, Noiseau, c'est vraiment la fin des champs agricoles de la Petite Couronne qui est très urbanisée. Alors la ville de Noiseau comporte 4700 habitants, une petite surface de 4,5 km et est composée de un tiers d'habitat, une petite ville qui se trouve ici, un tiers de forêt que nous avons en dessous et les champs qui se trouvent au milieu. Je vous présente aussi les villes qui sont autour, elles ont leur importance pour la suite. Nous avons donc juste à côté la ville d'Ormesson, la ville de la Cluambrie, la ville de Noiseau, qui est ici, et la ville de Sucy-en-Brie, qui est un petit peu plus bas, et qui, elle, dispose du RER et qui se trouve à 5 km de Noiseau. Voilà, donc ça vous fait une petite situation pour vous rendre compte où se trouve le site prévu de Noiseau. Vous verrez donc sur le plan suivant, j'ai précisé quelques points sensibles environnementaux. C'est la même carte. Et vous trouvez là la route en rouge, ce sont les voies de circulation qui existent dans le secteur. Et en bleu, ce sont les voies d'eau qui existent actuellement, dont la rivière du Morbihan qui alimente la Marne. Alors, nous avons ensuite, j'essaie de le supprimer parce que j'ai pas de son, donc je vais supprimer la caméra si vous n'en voudrez pas. Hop, voilà. Et donc, nous avons, j'ai expliqué donc que là, nous avons sur les rivières et la circulation, et nous avons également sur les points sensibles environnementaux, nous avons la nappe phréatique de Champigny qui se trouve exactement sous les champs et qui alimente toute l'Île-de-France. Nous avons une forêt classée NIEF, nous avons des zones humides et nous avons un corridor écologique. Et ici, de l'autre côté de la route, le versant aval du Morbihan, c'est-à-dire toutes les puits de ruissellement qui viennent de la forêt, qui traversent les champs et qui se jettent dans le Morbihan. Je voulais vous présenter de ce côté-là, vous avez des photos on parlait d'inondation tout à l'heure. Nous avons ici les champs inondés en mars 2024, donc il n'y a pas si longtemps de ça. Ces champs inondés ici se trouvent exactement en plein milieu de l'endroit où est prévue la prison. Donc je vous fais voir la photo des champs inondés. Et de l'autre côté, par ici, nous avons les biches et sangliers, enfin, tout ce que vous voulez, qui vivent dans la forêt et qui viennent de temps en temps dans le champ. Toujours sur la même carte, alors vous avez ici les périmètres qui sont installés de la pige, donc l'établissement qui construit les prisons, a signifié souhaitant s'approprier pour les sites d'études. Donc vous avez ici un site d'études de 75 hectares qui est, je dirais, mobilisé par la pige pour ne pas pour faire ses études et choisir le meilleur endroit pour s'implanter. Alors, j'ai oublié de préciser, excusez-moi, sur les champs agricoles. Nous avons là, sur ces champs sont exploités par 2 agriculteurs qui vont partir à la retraite, mais le fils de l'un d'eux devrait reprendre. Il vient juste de finir ses études, il a 19 ans, et il doit reprendre l'exploitation de tous les hectares de terres agricoles. Il se trouve actuellement bloqué par ce projet puisqu'il a perdu. Actuellement, il a 75 hectares qui sont pris en compte pour les études de la pige. Et alors, attention, je vois un petit mot là sur la pige. Je précise que nous avons la pige qui est l'agence pour l'immobilier de la justice et le pige qui est le PIG qui est un autre terme à utiliser. Faut pas mélanger les deux. Voilà. Donc, ensuite, je retrouve, pas possible, ça, c'est incroyable, ce truc.
Voilà, diaporama, je reprends à partir de la diapositive actuelle. Voilà, donc nous avons là l'établissement. Alors, moi, je n'ai plus de son. Si vous voulez me parler, vous me parlez par le chat parce que j'arrive plus à avoir de son. Donc, nous avons le projet de l'État directement sur des terres agricoles, donc 100% de terres agricoles. Elle a souhaité s'accoler à une friche qui se trouvait là juste à la sortie de la ville, une friche isolée de France Télécom qui a laissé le secteur en friche. Il faut savoir qu'il y a un autre projet de de l'intercommunalité qui veut se mettre en place là. Et donc, la PIGE, l'État, souhaite s'installer juste à proximité, contiguë à cette zone friche. Nous avons donc des documents d'urbanisme qui concernent cette fameuse zone que je vous signale là en rouge, les documents d'urbanisme qui protègent ce secteur. Nous avions un PLU qui le considérait comme une zone agricole donc non touchable, l'intercommunalité qui prépare son PLUI qui maintient que ce sont toujours des zones agricoles donc non constructibles. Nous avons le département du Val-de-Marne qui est en train de finaliser un PPAEN, qui est un périmètre de protection des espaces naturels et agricoles, pour protéger ces espaces agricoles et les autres du Val-de-Marne en continu. Ensuite, nous avons la métropole de Paris qui a désigné cette zone où doit être préservée l'activité agricole et renforcer la qualité des grands paysages couverts. Donc, cette décision de la métropole date de juillet 2023. Et nous avons aussi le SDRIF. Alors, le SDRIF de 2013 a bien identifié des terres agricoles, un front urbain qui se situait à la limite de la ville, mais aussi une pastille d'urbanisation autour de cette friche, car elle souhaitait la réhabiliter à l'époque. Or, la réhabilitation de la friche est limitée la simple friche qui est ici. Et donc, de ce fait, l'État a jugé qu'elle pouvait très bien s'installer tout à fait à côté pour compléter les 12 hectares de la friche et finalement représenter à peu près 24 hectares de terrain de construction. Le dernier SDRIF qui vient d'être présenté au vote en septembre 2024, lui sanctuarise les terres agricoles de Noiseau et qu'il les inclut dans l'armature verte régionale. Il a rajouté également une motion qui a été adoptée et qui marque l'opposition de la région au projet de prison de Noiseau au profit de l'agrandissement de la prison de Fresnes. Donc, l'État ayant été informé au fur et à mesure de ces avancées, de ces protections, alors que l'État savait déjà lors de la concertation préalable qu'il y avait la révision du SDRIF, puisque comme nous l'avons dit tout à l'heure, je crois que c'est Maxime qui nous l'a dit, le SDRIF était pour s'aligner sur la loi climat et résilience. Donc l'État a décidé de passer en force en imposant un PIG, projet d'intérêt général, sur le site. Et donc la prison de Noiseau est considérée comme un projet d'intérêt général maintenant. Et ça a été identifié par le maire de la commune comme étant un 49.3 de l'urbanisme. Donc, aujourd'hui, sur les terrains, il y a quelques pésiomètres qui ont été disposés, mais pour le moment, absolument rien n'a été fait. La PIGE n'a quasiment pas mis les pieds sur le terrain, mais a décidé de s'imposer en prenant un PIG, et donc le lieu a été choisi, définitivement choisi pour l'État. J'espère que vous m'entendez toujours. Je vais revenir un tout petit peu bien. Voilà. Bon, je ne vois plus rien, c'est pas grave. Donc, j'essaie de continuer. Pour la mobilisation des citoyens, nous avons comment dirais-je, les citoyens. La mobilisation a été plutôt, elle est partie du bas. C'est-à-dire qu'en tout début, en 2018, la mairie non, c'est un journal qui a fait paraître le Parisien qui a annoncé via son journal qu'il y avait une prison qui allait s'installer à Noiseau. La mairie n'était pas au courant, personne ne l'était d'ailleurs, et donc ça a été une première mobilisation puisque la mairie a organisé une première marche citoyenne à Noiseau
Donc, vous voyez la photo qui était là. Ça a été la grande surprise générale, mais ça a permis à des citoyens de commencer à se rencontrer. Ensuite, pendant 2 ans et demi, absolument rien, pas d'informations, strictement rien. Et en avril 2021, toujours par les médias, la télévision, le Premier ministre annonce son plan 15 000 places et désigne Noiseau comme étant un lieu choisi pour implanter une maison d'arrêt qui, entre-temps, était passée de 600 places à 800 places. Donc, la mairie organise une nouvelle marche citoyenne avec la présence de tous les élus locaux pour montrer que le choix n'était pas du tout adapté. Et il est là, à nouveau, des liens se créent entre les citoyens pour permettre une forme dirais-je, de convergence sur le refus de la prison. Ensuite, nous avons, alors la mobilisation, la première mobilisation s'est faite donc autour de ces 2 marches. Et ensuite, en été 2022, nous avons la députée de la circonscription qui a organisé une consultation citoyenne en ligne, mais qui n'a pas très bien fonctionné. Et ce qui nous a mis, ce petit collectif que nous étions à ce moment-là, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse autrement, il faut absolument qu'on fasse entendre notre voix. Et donc, en octobre 2022, toujours des citoyens, on était une dizaine de citoyens, on a fait une pétition papier et on est allé sonner tous les soirs pendant à peu près 3 semaines aux portes de chaque maison pour faire signer notre pétition, partager, écouter, expliquer. Et en moins de 3 semaines, on a récolté 2000 signatures, c'est-à-dire 60% de l'électorat noiséen qui partageait notre opposition à la prison. Ça a donné un effet de masse et cette pétition a été envoyée à tous les élus et aux ministres, tout évidemment. Alors, les élus l'ont très bien reçue, nous ont encouragés à continuer. Quant aux ministres, ils se sont renvoyés la balle d'un ministère à l'autre, la transition écologique vers la justice vers le Premier ministre vers la justice. Bref, c'était Monsieur Dupond-Moretti qui, au final, nous a répondu bien longtemps après que de toute façon, Noiseau, c'était un excellent endroit pour y poser la prison de 800 places. Donc, pendant toute cette concertation préalable qui a eu lieu en janvier 2023, il y a eu des réunions publiques. Alors, c'est vrai que cette réunion publique avec la PIGE a été un élément déclencheur, car nous avons mobilisé en mettant des flyers, en faisant des stands pour expliquer aux personnes qu'il allait s'y passer, qu'est-ce qu'on attendait, en créant la page Facebook, etc. Et donc, la mobilisation a été très réussie puisque dans la salle, ils attendaient à peu près 200 personnes et ce sont 600 personnes qui se sont présentées. Les autres personnes qui voulaient rentrer sont restées dehors, ont dépassé la capacité autorisée par la sécurité. Donc, la PIGE s'est trouvée plutôt en difficulté ce soir-là. Et comme vous le voyez, il y a eu beaucoup de drapeaux, d'interruption des dialogues par la PIGE, par des des personnes qui scandaient en permanence non à la prison, etc. Donc, les médias se sont intéressés à nous, ont commencé à venir et parler de Noiseau, de la difficulté de s'installer sur des terres agricoles non concertées. Quand la PIGE a confirmé son projet en juin 2023, le collectif s'est intéressé alors aux autres positionnements de prison qui avaient lieu en Île-de-France, et notamment avec Krishnois et Magnanville, Berne, et nous avons après vu aussi des personnes de la province. Et il y a eu une réunion à laquelle nous avons invité nos élus au château de Vaux-le-Vicomte, où l'ensemble des sites de prison désignés ont contesté le fait d'être installés sur des terres agricoles, d'artificialiser que des terres agricoles, parce que c'était simple, c'était facile, c'était tout plat et c'était tout propre. Ensuite, la mobilisation des citoyens s'est professionnalisée parce qu'on s'est bien rendu compte que quand la PIGE avait validé son projet, il fallait passer encore à une étape au-dessus. Alors nous, contrairement à toutes les associations que nous avons entendues auparavant, nous sommes vraiment partis de chez nous, de notre jardin, pour aller vers cette mobilisation. Et donc, il a fallu créer pas mal de choses. Donc, nous avons créé une association, la Ruche. Nous avons fait un travail collaboratif avec les agriculteurs qui étaient déjà sur le tribunal administratif pour des arrêtés d'occupation des sols. Nous avons organisé des réunions, des événements avec les adhérents. Nous avons beaucoup rencontré les élus locaux, les rencontres avec des parlementaires, être présents sur tous les événements locaux,
suivi des formations juridiques et poursuivi nos relations avec les médias. Donc voilà, je vous présente quelques images de toutes nos activités et ça nous a permis effectivement de maintenir la mobilisation et surtout, alors pour ce qui est peut-être une caractéristique qu'un oiseau, c'est que l'ensemble des élus, et quand on dit l'ensemble, c'est l'ensemble des élus du territoire, de la ville, de la région, sont bien mobilisés contre ce projet lui-même. Tous les élus ont bien compris l'enjeu environnemental qu'il y a à vouloir détruire cette zone agricole. Et tous les élus nous soutiennent et sont vraiment tous avec nous, quel que soit leur bord. Tous les parlementaires, nous avons rencontré les sénateurs, nous connaissons bien la députée, nous connaissons tous les élus des villes aux alentours, dont je vous ai cité le nom tout à l'heure. Tout le monde est pris dans la boucle. Vous avez le département, comme je le faisais voir tout à l'heure, tu as par exemple voulu faire placer son PPAEN, bon, se retrouve coincé avec ce projet et donc tu vas faire un recours par voie contentieuse. Ensuite, vous avez le SDRIF, on a vu qu'il y était opposé, le PLU qui reste en maintien de zone agricole et la métropole, bon, qui pour le moment n'a pas encore réagi, parce qu'elle n'est pas encore directement impactée. Mais voilà, donc c'était surtout pour vous expliquer que cette mobilisation est unanime sur le fait de ne pas détruire des terres avec des conséquences environnementales très graves. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, les citoyens, nous prenons les responsabilités, nous mettons en avant les responsabilités que l'État ne prend pas, à savoir être complètement destructeur d'environnement sans avoir mis les pieds à un oiseau. C'est absolument hallucinant de voir toutes ces zones environnementales détruites par un simple service dans un bureau. Voilà, je vais essayer de retrouver le son et je vous ai présenté à peu près tout ce que je pourrais vous dire. Voilà. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci beaucoup. Donc, on a bien vu avec ces deux exemples de lutte qu'il y avait des arguments et des caractéristiques très fortes dans ces luttes. Voilà, moi, en tant que juriste en droit de l'environnement, je dirais qu'un rapport défavorable de commissaire enquêteur dans le cas de Muret, avec tous les enjeux environnementaux qu'il y a, la consistance de la lutte, et puis pour ce qui concerne plus Noiseau, l'importance aussi de la mobilisation politique et de la convergence des luttes entre beaucoup d'acteurs, de citoyens, d'associations de protection de l'environnement, tout ça, et puis un impact très fort sur les continuités écologiques. Tous ces arguments-là, normalement, devraient permettre de faire annuler, de faire tomber ces projets-là, ne serait-ce qu'au stade de la concertation. On voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît, dans la mesure où l'intérêt public avancé dans ces projets-là, qui est celui de lutter contre la surpopulation carcérale, est un intérêt public très fort et systématiquement avancé, très fort, qui pourtant, on a vu grâce à la présentation de Prune Missov de l'OIP, qu'il y avait pourtant un défaut en termes de statistiques, un défaut et d'histoire de la construction des prisons, il y avait un défaut de justification, puisque plus on construit, plus on enferme. Ça ne permet pas, enfin, le lien entre construction de nouvelles places de prison et lutte contre la surpopulation carcérale n'est pas du tout avéré. On voit que l'impact que peut avoir cette surpopulation carcérale et celui du changement climatique est déjà très très fort et pèse déjà très très lourd sur la santé des prisonniers actuellement. Donc voilà, par ce parcours, on a vu un petit peu, on a parcouru un petit peu un certain nombre d'enjeux liés à ces constructions de nouvelles places de prison. Donc on a très peu de temps pour les échanges, mais on va pouvoir prendre une ou deux questions. Donc n'hésitez pas à lever la main en cliquant sur réagir. Moi, je lève pas la main. Oui, Sabrina. Oui, bonjour. Oui, il y avait une question qui était intéressante, qui était le lien entre les actions, par exemple à Noiseau ou à Muret, et le soutien des élus locaux.
Donc, Jocelyne a très bien expliqué qu'à Noiseau, ça avait été bien compris, bien perçu et ils bénéficient du soutien des élus locaux. Mais peut-être que Caroline pourrait expliquer à Muret un peu comment ça se passe, parce que c'est un tout petit peu différent. Et notamment sur le fait que parfois le soutien à l'action contre la prison n'a pas forcément la même finalité pour les élus locaux, qui peuvent être intéressés par un autre type d'artificialisation des sols, par exemple, etc. Donc il y a une convergence, mais attention, parfois c'est pas toujours pour les mêmes raisons. Euh, oui, enfin, je dirais qu'on a quand même un soutien sur Muret des élus locaux, hein, puisque le maire de Muret s'y oppose. Bon, après, il est le président de la communauté d'agglo Murtin. On a rencontré le président du conseil départemental qui a rendu un avis négatif, qui s'oppose également à ce projet et qui est même a fait au sein du conseil départemental avec tous les élus du département, ils ont pris une délibération qui dit que c'est un projet écocide et qui demande effectivement un moratoire par rapport à ce projet et qu'il soit rediscuté. Donc, effectivement, on a le soutien des élus locaux, mais on se rend compte et qu'on discute avec eux qu'ils sont comme nous, ils font face en fait à une machine gouvernementale qui avance et vraiment avec je veux dire, une décision autoritaire qui vient du haut. Et c'est effectivement, c'est ce que l'on reproche, c'est à aucun moment il y a la possibilité, malgré ce qu'on appelle voilà, le processus démocratique dans le cadre de ces projets, il n'y a aucune possibilité de pouvoir échanger, de pouvoir faire émerger le débat sur en fait l'intérêt de ce projet et sa nature et de pouvoir en discuter et en échanger. Et nous, on a donc des élus locaux qui s'opposent. On a certains dont notamment Christophe Guette, qui est député Haute-Garonne de la 7e circonscription, donc qui comprend Muret, qui est excessivement présent avec nous dans le cadre de cette lutte. Mais on a face à nous, si vous voulez, à chaque fois, voilà, des personnes qui ont peu de marge de manœuvre par rapport à ça. On a un préfet voilà, qui applique les décisions qu'il obtient d'en haut. Et après, ensuite, quand vous prenez tout le processus, en fait, je veux dire administratif, vous avez le maire, effectivement, qui dit, ben, quand ils vont prendre le permis de construire, de toute façon, même si je m'y oppose, un mois, 2 mois, et ils auront le droit de passer outre mon opposition. Et on fait tous des recours, puisque la commune de Muret a fait un recours contre la DUP, a fait un recours également comme nous contre l'arrêté de destruction des espèces protégées, mais ce sont des recours qui ne sont pas suspensifs et la machine continue à avancer. Donc, il y a vraiment un passage en force, je dirais, de l'État, même si les élus locaux sont mobilisés contre ce projet. Merci beaucoup. Il y avait aussi une question de Denis Laurent. Vous pouvez la poser. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je représente la LPO. Je suis adhérent de l'OIP depuis le début. Je suis surtout voisin du projet de Noiseau et je voulais attirer l'attention sur 2 points. Le premier, c'est que bien sûr, il faut protéger les terres agricoles là où elles sont situées en petite couronne sur le département du Val-de-Marne. Il y a encore 1000 hectares de terres agricoles et pour lutter contre la perméabilisation, l'artificialisation, mais aussi pour favoriser donc la production agricole proche de, de Paris et sa banlieue. Je pense que c'est important en termes d'alimentation et d'alimentation locale, quoi. Bon, voilà. Donc il y a toutes les questions environnementales et en tant que LPO, je suis bien placé pour défendre donc la biodiversité par rapport à ce projet. Mais le deuxième point que je voulais aborder, c'est toute l'ambiguïté des élus locaux, hein, ça a été un petit peu dit dans l'intervention précédente. C'est que la plupart de ces élus ne sont pas du tout opposés à la construction de prisons. Ils sont opposés à la construction de prisons chez eux. C'est vraiment le phénomène NIMBY, hein. Donc, allez les construire ailleurs.
Et là, non seulement ma motivation en soutien à Jocelyne et puis Laruche, c'est de protéger donc les questions d'environnement, de biodiversité, toutes les problématiques écologiques, mais c'est également de lutter contre la construction de prisons, car la seule manière d'améliorer les conditions de détention, c'est de baisser le nombre de prisonniers et non pas de toujours faire la course à l'échalote. Euh, voilà, ouais, bah, je crois que j'ai tout dit, hein. Si, il y a un élément, c'est concernant les élus locaux, il y avait, avant la prison, le projet de prison, il y avait un projet qui est toujours d'actualité, de construction sur les terres agricoles d'une ZAC à Noiseau. Donc vous voyez l'hypocrisie de certains qui veulent pas de la prison, mais qui veulent bien construire des logements et des équipements donc pour développer la ville de Noiseau. Merci. Et je vais donner la parole à Jocelyne qui voulait dire aussi quelque chose là-dessus. Et je vais en Oui. profiter aussi pour dire que voilà, enfin, les plaidoyers contre les prisons sur des sujets qui ont trait à la protection des terres agricoles, préservation, enfin, la lutte contre l'artificialisation et la préservation de la biodiversité, il faut insister dessus parce que on a quand même vu plusieurs cas, et notamment les deux qui ont été présentés, où le discours des élus peut varier aussi et peut s'adapter lorsqu'ils se rendent compte que finalement ces discours-là sont plus porteurs. Donc finalement, il peut y avoir des convergences des luttes alors qu'il y a des divergences d'intérêts, mais on peut essayer, ou du moins tenter de faire pencher voilà, les arguments en notre faveur. Et je pense que ça peut faire évoluer un certain nombre d'élus. Voilà, c'est ce qu'on a pu voir, en particulier sur les questions d'artificialisation. C'est pour ça qu'on a voulu en parler un petit peu, parce que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'évolutions. Et donc, Jocelyne, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais rajouter par rapport aux élus locaux. Effectivement, nous avons une unanimité. Nous avons, ce qu'on expliquait tout à l'heure avec Toulouse, Caroline, les élus de Noiseau, en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée du NIMBY parce que c'est pas vraiment le sujet qui est débattu. Sur Noiseau, en fait, tous les élus, quel que soit leur bord, qu'ils soient écologistes jusqu'à l'autre extrémité, nous avons dans tous les éventails, chaque intervention parle bien de l'environnement. Et c'est vrai que le secteur de Noiseau, comme je l'ai fait voir sur le plan tout à l'heure, n'a que plus que très peu de champs, un grand espace naturel. Et c'est vrai que c'est ça que les élus défendent parce que c'est vraiment l'enjeu du territoire. Voilà. Donc, après, effectivement, ils sont d'accord avec le fait qu'il faille construire des prisons pour certains, d'autres n'en veulent pas non plus. Mais la convergence se fait vraiment sur l'environnement, sur le lieu choisi par la PICH pour s'installer. Voilà, donc je voulais confirmer quand même ce point-là parce que je trouvais que c'était important. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si Prune est encore là, mais si c'est le cas, il y avait une question dirigée vers IP, euh, qui était pourquoi ne pas se focaliser sur les tribunaux et les Mm. juges plutôt que sur la détention? Ouais. Question d'Éric, peut-être. Alors, juste, enfin, je voudrais rebondir avant sur ce qui a été dit, c'est qu'en fait, enfin, effectivement, j'ai pas pris le temps parce qu'on ne peut pas tout aborder, mais et ça répondra peut-être aussi en partie à cette question-là. Euh, voilà, j'ai dit la construction de nouvelles places de prison, c'est pas la solution, mais on n'a pas eu le temps de développer ce qui pourrait être mis en place en réalité. Et juste, c'est pas la seule solution. Et une fois qu'on s'est dit que ça marchait pas, il n'y a plus rien à faire. En réalité, il y a tout un panel de solutions aujourd'hui. Bon, il y a la question des alternatives, mais qui pour le moment se développent toujours en parallèle de la prison. Donc, il n'y a pas du tout de substitution. Et en fait, ça devient des alternatives à la liberté plutôt que des alternatives à la détention. Mais il y a d'autres solutions et les premières, c'est effectivement d'aller vers la désincarcération. Euh,
si on cible les causes de cette augmentation du nombre de personnes détenues et ce pourquoi on construit des prisons, on se rend compte qu'en fait, on enferme toujours plus de personnes. Et ça, c'est parce qu'on a des politiques pénales qui sont de plus en plus répressives. On a de plus en plus de comportements qui sont punis de prison. On a des détentions qui sont 2 fois plus longues qu'il y a 40 ans. On a 2 fois plus de personnes détenues pour 100 000 habitants qu'il y a 40 ans. Donc, en réalité, la première étape, ce serait d'incarcérer moins, ce serait de cesser d'aller vers toujours plus de répression. Et il y a certaines voies procédurales, par exemple la comparution immédiate, qui est un type de procédure de jugement extrêmement rapide et extrêmement pourvoyeuse d'incarcération, qui pourrait être revue avec des champs beaucoup plus limités, parce qu'aujourd'hui, elles agissent sur des champs qui sont beaucoup plus larges que les champs pour lesquels elles ont été créées. La comparution immédiate, c'est principalement des personnes précaires qui y passent, et vous avez 8 fois plus de chances d'être condamné, enfin de risque plutôt, d'être condamné à une peine d'emprisonnement ferme. Donc, et il y a aussi la régulation carcérale, qui est une proposition portée par l'ensemble des acteurs et actrices, dont notamment la LDH, du coup, qui est aussi représentée dans ce webinaire, et qui est mis en œuvre par des voisins. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des voisins européens qui diminuent leur population carcérale, et il y a des voisins comme le Royaume-Uni qui, quand ils risquent d'approcher 100% d'occupation, disent, oh là là, on est en pleine crise pénitentiaire, nos prisons sont au bord de l'asphyxie, donc on va libérer des personnes proches de la fin de peine pour pouvoir avoir des prisons qui fonctionnent raisonnablement. Nous, on bat des records sur records, on dépasse les 150% et on continue de s'entêter dans la construction de nouvelles places de prison alors que ça ne fonctionne pas. Et en parallèle, on a des pouvoirs publics qui ne veulent pas mettre en place ce type de solution, alors même qu'elles prouvent leur efficacité par ailleurs. Et je recoupe avec l'autre interrogation. Pourquoi? Alors, c'est pas tant qu'on se concentre uniquement sur la construction et pas sur la question des magistrats, c'est que c'était le thème d'aujourd'hui. Donc, évidemment, on a plus axé là-dessus. Et puis, tout ce que je vous partage là à l'instant montre aussi que c'est vraiment sur les politiques pénales qu'il y a des leviers d'action. Après, évidemment que les magistrats ont aussi une responsabilité dans cette surincarcération des personnes, euh, qui évidemment est à contextualiser avec le manque de moyens criants de la justice et le fait qu'ils aient peu de temps, qu'ils soient en nombre largement insuffisant. Mais il n'empêche, les magistrats devraient bien mieux connaître la détention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de magistrats qui envoient en détention, probablement sans bien comprendre à quoi ils condamnent ou à quoi ils envoient en détention provisoire les personnes qu'ils enferment. En comparution immédiate, vous avez des personnes, il y a eu des observations cet été par des militants de l'OIP, personnes sous curatelle renforcée, qui est envoyée en détention provisoire parce qu'ils n'ont pas pu vérifier, on était samedi, ils n'ont pas pu appeler l'organisme, et donc on n'a pas pu vérifier le logement et le fait qu'ils soient sous curatelle renforcée, alors que ça avait été noté dans le PV de garde à vue, et en attendant, on envoie la personne, alors qu'elle dit qu'elle est schizophrène, en détention pendant, je ne sais plus si c'était 2 semaines ou un mois, mais bon, rupture de soins, rupture de... Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais donc effectivement, les magistrats, ils ont une responsabilité. Nous, on pense que ce serait vrai, ils ont normalement une obligation d'aller visiter les prisons. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils ne trouvent pas le temps de faire. Donc, on pense que ça, ce serait important que ce soit obligatoire. Mais en amont, si vous voulez, on a besoin de convaincre aussi les parlementaires et ceux qui font la loi qu'il faut dissocier la sanction de la prison. Aujourd'hui, il y a plein de condamnations qui pourraient être faites avec une peine qui n'est pas la prison. Et le problème, c'est que dans les discours politiques, les discours médiatiques, on finit aujourd'hui par avoir l'impression que si vous n'êtes pas condamné à une peine de prison, c'est comme si vous n'étiez pas véritablement condamné. Ce qui est absolument fou, même sur la surveillance électronique. On fait comme si c'était une mesure, ah oui, mais lui, il a juste un bracelet. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est dans le quotidien d'une personne d'avoir un bracelet avec des témoignages de personnes qui disent, en fait, on est enfermé chez soi, c'est la prison chez soi. Euh, et ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les lois, tout ce qui est porté, continue de faire de la prison la peine de référence. Et je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais une des dernières lois qui a voulu favoriser les aménagements de peine, en fait, elle demandait au juge de prononcer une peine de prison
Et si la peine de prison était inférieure à une durée de temps, alors il pouvait aménager directement la peine de prison. Mais pourquoi passer par le référentiel prison? Si le juge estime qu'il faut condamner la personne à une alternative, qu'il faut qu'il fasse la peine sous une autre modalité que la prison, il faudrait directement le condamner à autre chose. Et ça, il y a un vrai problème culturel en France, dont en réalité on est toutes et tous responsables, qui est de dissocier la sanction de la prison. Et j'en profite, ce que je vais filer dans le même temps, pour vous remercier toutes et tous et vous dire, j'espère, à bientôt. Merci beaucoup pour votre présentation et la réponse aux questions. Et d'ailleurs, on peut faire le lien aussi sur ce lien avec entre la sanction et la prison, aussi avec justement la lutte écologiste et le fait qu'on puisse observer de plus en plus de militants écologistes qui sont condamnés sévèrement, certes, mais aussi il y a des peines de prison. Donc peine avec sursis parfois, mais en tout cas une facilité de plus en plus grande à condamner à des peines de prison, ce qui fait un peu la boucle sur ce sujet et ce que rappelait Chloé aussi dans les discussions. Dernier point avant de vous quitter, une question qui a été posée par Vicky Moore. Peut-on faire un travail sur la carte aux fiches pour faire des contre-propositions à l'État? Donc donner des idées de friches à urbaniser en priorité pour la construction de prisons, comme ça a déjà été fait. Et je peux répondre à cette question. C'est le travail justement de la pige lorsqu'il mène des experts, enfin, lorsqu'ils sont en train de mener leur projet de prison, c'est de vérifier, et d'ailleurs c'est même une obligation légale pour les dérogations espèces protégées, comme pour beaucoup d'autres actes administratifs, de vérifier qu'il n'y a pas, et aussi sur le plan de l'artificialisation des sols, même si ça ne s'applique pas au projet, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas des meilleurs endroits où l'on pourrait introduire ce projet de prison. Le problème étant que ce travail est fait de manière tout à fait formelle dans tous les projets qu'on a pu voir. C'est que c'est une argumentation qui ne répond pas aux réels enjeux. Et on voit bien que c'est le prix du foncier. De même que le prix du foncier, si on est toujours sur les terres agricoles, sur quasiment tous les projets en Île-de-France, c'est bien parce que ça coûte moins cher, mais c'est aussi parce que c'est dans des zones moins habitées où forcément la mobilisation devrait être, enfin, en théorie, moindre contre ce projet. Donc c'est plutôt des choix de vouloir se soustraire à l'opposition, soit des élus, soit des habitants, et aussi au prix du foncier qui font qu'on se retrouve avec des prisons qui sont très très loin des axes de communication et qui sont dans des enjeux, dans un secteur à gros enjeux de biodiversité ou sur des terres agricoles. C'est plutôt ces raisons-là qui vont motiver finalement les choix d'implantation que les autres motivations plus intéressantes qui seraient justement le lien avec des infrastructures existantes, le fait de mobiliser des friches industrielles. D'ailleurs, on pourrait faire des choses très intéressantes. On pourrait, sur des friches même polluées, y installer un projet de prison permettrait de faire notamment dépolluer des sols pour des usages donc d'accueil de personnes. Voilà, on pourrait faire coup double en dépolluant d'un côté un site et en installant des prisons, mais ça coûte plus cher et c'est plus compliqué à faire. Et donc c'est plutôt ces motivations-là qui font qu'on retrouve des prisons au mauvais endroit. Donc je crois que les leviers existent. Et la législation existe aussi. Le problème, c'est plutôt l'application qui en est faite. Et je vais conclure là-dessus. Donc, je remercie énormément les participants, les intervenants de ce webinaire pour leur présentation, pour avoir présenté un peu leur projet, leur constat, leur plaidoyer ou leur rapport ou leur lutte. Merci beaucoup. Je pense que c'est un débat qu'on a pu ouvrir par ce webinaire, mais qui demeure complètement ouvert et sur lequel, je pense, on aurait tous intérêt à travailler, à continuer à travailler. Merci beaucoup.